Michel Courchaine, Jean-François Lisée, Alain Reyes, bonsoir. Bonsoir. Bon, on s'ennuie pas aujourd'hui. On s'ennuie pas. Monsieur Guilbeault, je vous fais lire une phrase dans sa lettre. C'est quand même très, très, très clair. Et ça peut... Donc, disons qu'il il n'édulcore pas sa décision. Il dit « Plusieurs des éléments du plan pour la lutte au changement climatique sur lesquels j'ai travaillé ont été ou sont sur le point d'être démantelés. Tarification sur le carbone, bye-bye. Normes VZE, ces véhicules à zéro émission, bye-bye. Plafond des émissions, bye-bye. Cadre pour éliminer les subventions aux combustions fossiles, bye-bye. Ainsi, puis ça a été la goutte qui a fait le déborder le vase, ainsi que le règlement sur l'électricité propre. Ottawa demandait aux provinces de produire d'ici une certaine date de l'électricité propre, ce que Carney a enlevé pour l'Alberta tout à l'heure dans le processus menant à un pipeline. Premier tour de table, Alain Reyes, c'est quand même une démission fracassante. Oui, puis c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant près de 10 ans au Parlement canadien. On est arrivé, on s'est croisés pendant plusieurs années à Ottawa. Quelqu'un qui a des convictions profondes environnementales, qui a tout tenté pour influencer dans le gouvernement de Justin Trudeau. Puis là, il arrive à la conclusion que c'est impossible avec les changements qui sont apportés par le gouvernement de Mark Carney. Pour moi, c'était presque une évidence. C'était juste une question de temps. Je pense que l'annonce d'aujourd'hui qui a eu lieu en Alberta était la goutte de trop. C'était impossible pour lui de continuer à rester dans le cabinet ministériel parce que, imaginez-le, puis en plus, lieutenant politique du Québec, à chaque fois qu'il aurait été dans un espace public, il se serait fait questionner comment il peut rester avec ce gouvernement. Donc, pour moi, une première vraie crise pour Mark Carney qui va devoir gérer, puis ça ne sera pas facile. Oui, et vous avez raison de le souligner, Alain. Il était lieutenant politique du Québec. Il ne le sera plus, évidemment. Jean-François Lisée, première réaction. Je pense que... On a su qu'il y avait eu des conversations entre Mark Carney et M. Guilbeault ces jours derniers, une fois l'entente finalisée. Et donc, M. Carney n'a pas laissé à M. Guilbeault la possibilité d'arrondir un ou deux angles pour lui permettre de garder la face. Peut-être que c'était simplement impossible. Mais donc, dans le calcul de risque de M. Carney, l'importance de donner raison à l'Alberta et donc, à mon avis, de tuer le mouvement séparatiste albertain, parce qu'il y avait un scénario où si Mme Smith était mécontente, l'an prochain, elle pouvait, elle, devenir indépendantiste. Là, c'est complètement écarté. Et donc, pour moi, c'était l'objectif principal de l'ensemble de cette opération. C'est un objectif d'unité canadienne. Et d'ailleurs, M. Guilbeault, il fait référence dans sa lettre de démission. Il comprend l'objectif de préserver l'unité. Mais on avait l'impression que M. Carney voulait se donner un argumentaire disant ce que le lest que je jette avec cette entente, je vais le reprendre ailleurs, dans d'autres initiatives environnementales. De toute évidence, M. Guilbeault vient de dire « Si moi, tu ne me convaincs pas, tu convaincras personne de ça. » Oui. Et l'impact de sa lettre de démission va se répercuter dans une partie du caucus et dans une partie de l'électorat libéral. Michel Courchaine, c'est la fissure aussi qui se complète avec l'ère Trudeau, là. Je veux dire, il le dit, il énumère dans sa lettre tout ce qu'on a fait est défait. Le contexte, il dit, je comprends que le contexte économique ait changé, mais là, il est allé peut-être un peu trop fort, là. Ça suffit, là. Il y a des choses qu'il aurait pu éviter. Bien, en fait, l'entente va trop loin pour lui parce que la plupart des choses qu'on retrouve dans cette entente-là, il en était l'architecte sous l'ère Trudeau. Mais au-delà de cela, M. Carney agit un peu en homme d'affaires. Il y a une problématique sur le développement économique canadien, particulièrement dans l'Ouest. Puis lui, il dit, moi, je veux régler ça. Mais est-ce qu'il mesure l'impact politique? Oui, comme dit Jean-François, au sein de son caucus, mais aussi au Québec. Là, au Québec, pensez, les députés l'ont élu majoritairement, et là, on sacrifie le lieutenant pour Danielle Smith.
Ça va être très difficile de comprendre ça. Et habituellement, dans un caucus, quand il y en a un qui part, et que ça peut en inciter d'autres à partir aussi. Toujours, le premier qui part, c'est le plus difficile. Il reste dans le caucus, mais vous l'êtes au Conseil des ministres. Puis au Conseil des ministres, mais c'est toujours plus facile. Puis on sait qu'il y a des ministres qui sont malheureux depuis que M. Carney est là. Ça, je vous parle globalement, sans parler de l'Ouest canadien ou en Colombie-Britannique, il y a 20 députés qui ne sont pas contents. Permettez-moi de terminer sur la note suivante. Il est ministre du patrimoine ou de l'identité, là, c'est un nouveau nom, mais du milieu culturel québécois pour tout le Canada. Mais vous savez, M. Carney a intérêt à remplacer ce ministre-là par un Québécois ou une Québécoise. Parce qu'en ce moment, la culture québécoise est fragilisée à bien des écarts. Et à mon avis, encore là, politiquement, s'il ne nommait pas un Québécois ou une Québécoise à ce poste-là, il y aura d'autres risques politiques pour M. Carney, très évidemment. Intéressant. Il joue gros. Oui. Peut-être qu'il peut demander à Mme Joly de reprendre le ministère. On verra. Alain Reyes. Oui, Michel l'a bien mentionné, elle a commencé avec le Québec, mais en Colombie-Britannique, ça va faire aussi très mal à Mark Carney. Puis moi, je rajoute un élément. Qu'on parle de l'aspect politique, puis Michel, tu l'as très bien souligné, Mark Carney se comporte comme un homme d'affaires, il prend des décisions, il fait des calculs, mais purement basés sur des politiques économiques. Mais en réalité, là, ce gouvernement-là a été élu avec la part des gens plus à gauche au pays, des gens qui votaient pour le NPD, pour le Parti vert et en grande partie pour bloquer les conservateurs. Donc oui, il peut bien mettre en place des politiques plus proches des conservateurs. Il a réussi pendant la dernière élection. Mais là, s'il perd le support des électeurs, pas juste de son caucus, mais des électeurs au pays qui sont plus à gauche, ça pourrait lui faire très mal. Puis j'écoutais François Blanchet, il mettait pas de côté des élections au printemps là, qui s'en venaient. Je pense qu'on a une intervention de Yves-François Blanchet, le chef du Bloc, qui dit on ne reprochera jamais à Stephen de ne pas avoir essayé jusqu'au bout de changer le Canada qu'il jugeait aussi trop pétrolier. Alors, voilà pour la déclaration du chef du Bloc québécois. Jean-François, en même temps, M. Legault, on va l'entendre tout à l'heure, n'exclut pas s'il y a un projet qui tient la route, un pipeline au Québec. L'ère du temps a changé, là. L'ère du temps a changé aux États-Unis, ailleurs aussi, là. Jean-François. L'ère du temps a changé, mais pas la problématique politique à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Et là, mettez-vous dans les souliers d'un des 5 ministres de Mark Carney qui sont de la Colombie-Britannique. Là, à partir d'immédiatement, ses opposants vont dire, si même le gars du Québec, qui n'était pas ministre de l'Environnement, a démissionné, pourquoi tu démissionnes pas toi? Parce que ta province est contre. Tu as toujours dit que tu étais contre. Enfin, ces 5 ministres-là ne se sont jamais prononcés pour ça. Et donc, pour eux, là, ils vont passer une semaine médiocre, terrible. C'est ça qui va se produire. Pour M. Legault, écoutez, il lui reste 8 mois à faire. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. Il y a un projet de gazoduc qui se rendrait à cette île qui est à un stade préliminaire. À moins qu'il soit réélu l'an prochain, il n'y aura pas besoin de mettre beaucoup de capital politique sur la table à ce sujet-là. On va quand même l'écouter, une entrevue qui sera diffusée tout de suite après notre émission. Dans l'émission de Gérald, on écoute un extrait de M. Legault. Ce qui est contenu avec Mark Carney, c'est que si jamais il y a un projet, puis il n'y a pas de projet pour l'instant, il faudra qu'il soit accepté par le Québec. Il faudra s'assurer qu'il n'y a pas d'impact pour l'environnement. Il faudra s'assurer qu'il y ait des retombées économiques intéressantes pour le Québec. Donc, quelques conditions, mais c'est pas non. Il y a une ouverture, mais en autant qu'on respecte l'environnement, puis que ça soit payant pour le Québec. Alors, oui, comme vous dites, Jean-François, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts. On va écouter Mark Carney un peu plus tôt. Mme Smith, qui est ravie, lui aussi, et M. Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, qui dit un instant, là, parce que dans le protocole d'entente, on veut lever l'interdiction que des pétroliers puissent naviguer, donc sur les rives de la Colombie-Britannique. C'est pas réglé tout ça, on écoute. Et c'est une bonne journée pour le Canada, pour l'Alberta, mais pour le Canada, parce que ce protocole d'accord va rendre le Canada, l'Alberta, mais le Canada, plus indépendant, plus résilient, plus fort et plus soutenable. Au sein de cet accord, il y a un oléoduc vers l'Asie.
However, in order for Alberta to find its way to prosperity within a united Canada, we need the federal government to partner with us instead of fighting against us. And I am pleased to say that this Prime Minister has made it clear to me that he is willing to work with me and Alberta's government to accomplish that shared goal. And that, my friends, is something that we have not seen from a Canadian Prime Minister in over a decade. No proponent, no route, no money, no First Nation support, that it cannot draw limited federal resources, limited Indigenous governance resources, limited provincial resources away from the real projects. Désolé, la traduction n'était pas là. Aucun support, aucun tracé, aucun budget, aucun support des Premières Nations. On ne peut pas soutirer des ressources fédérales limitées, des ressources autochtones limitées, des ressources provinciales limitées. On est, dit-il, loin des vrais projets. Est-ce que M. Carney avait besoin d'en faire autant avec Mme Smith à ce moment-là, compte tenu, je le rappelle aux gens, qu'il n'y a pas de promoteur privé? Alain Reyes, tour de table. Oui, bien, il l'a même mentionné lui-même. Il n'y en a pas de projet en ce moment d'une entreprise privée. Puis il a clairement dit que ce ne serait pas comme le dossier de Trans Mountain qui serait financé par le gouvernement fédéral. Puis sans rappeler, là, à la Colombie-Britannique, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, là, au début du mois de novembre, il y a eu un moratoire qui a été signé par les communautés des Premières Nations et par le gouvernement de la Colombie-Britannique pour dire un moratoire se poursuit pour tout développement de projets pétroliers dans la province de la Colombie-Britannique. Donc, il y a tout un mandat pour la première ministre de convaincre si elle veut réussir ce projet-là. Ouais. Donc, on n'est pas prêt de voir la réalisation, d'après moi. Ouais. En même temps, Michel et Jean-François, et dans l'opinion publique, on le voit, et compte tenu du changement dans la structure de l'économie, beaucoup de gens au Canada disent pourquoi pas exporter davantage et sortir davantage notre pétrole, Michel. Oui, bien c'est là-dessus que mise M. Carney. Tu sais, on disait aujourd'hui, il joue un peu à l'équilibriste, mais il fait le pari qu'effectivement, à cause de ce contexte géopolitique et économique, qu'il ne paierait peut-être pas un si gros prix. Et c'est politique auprès de l'électorat qui sent un premier ministre qui a une direction, qui semble savoir où il va, qu'il agit, il est dans l'action, il est partout sur la planète. Fait que ça, les Canadiens disent, bien, pourquoi on n'essaierait pas ça? Et vous avez fait dire, et peut-être les Québécois. Ben, peut-être les Québécois. Mais les Québécois aussi, ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui de façon importante. Sauf que, et c'est là que les députés et les ministres et la Colombie-Britannique vont jouer un jeu important, ils vont avoir un rôle important sur cette acceptabilité politique. Je termine en vous disant la chose. Moi, je l'ai lu, le protocole, et pour ajouter à l'insulte, il dit on va dorénavant inclure la Colombie-Britannique dans les tractations. Dorénavant, on va lui demander à la Colombie-Britannique de convaincre les Premières Nations. Et puis, dorénavant, on va essayer de trouver d'autres projets d'intérêt national pour la Colombie-Britannique. C'est écrit noir sur blanc dans le protocole d'entente. Honnêtement, je comprends le premier ministre de la Colombie-Britannique d'être insulté. Oui, il est en maudit. Jean-François, conclusion là-dessus. Écoutez, il y a un calcul qui dit que M. Carney a fait ça pour que Mme Smith devienne une partenaire du Canada puis qu'elle ne menace pas de s'en aller. Ça fonctionne. Et en même temps, il dit aux autres, ça n'arrivera jamais. C'est ça. Ça n'arrivera jamais, OK? Alors, restez avec moi, ne vous inquiétez pas. C'est du théâtre. Il n'y a pas de promoteur. C'est du théâtre. C'est du théâtre qui a un impact politique réel. Il vient de perdre un ministre. Mais dans son calcul à lui, il peut espérer qu'il n'y en aura jamais, mais faire tout ce qu'il faut pour qu'il y en ait un, dans l'espoir que, comme vous vous souvenez, M. Bourassa avait voté une loi prévoyant un référendum sur la souveraineté en espérant que ça n'arrive jamais. Et ce n'est pas arrivé pendant qu'il était premier ministre. C'est une des deux options. Mais enfin, si ça n'arrive on n'ouvre pas ce livre-là, Jean-François. Et si ça n'arrive pas, c'est pas de sa faute. Okay. Et si ça n'arrive pas, c'est pas de sa exact. faute. Je veux aller laïcité, tour de table rapide. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est les écoles privées qui vraiment est le côté plus substantiel, Michel Courchaine, de ce projet de loi-là? Vous avez déjà eu à gérer des écoles privées juives, entre autres, sur la question du corpus, là, qui est un enseignement
normale qui se donne, puis c'est très difficile à chaque fois. Là, c'est sur l'autre angle en disant ils ne pourront plus choisir les élèves en fonction de la religion. C'est une bonne chose? C'est une décision majeure qui est prise et on a demandé à plusieurs gouvernements de prendre cette décision-là. Elle n'a jamais été prise. Il la prend. Je pense qu'on est rendu là. Bon. Oui, c'est une bonne chose. Ça sera très difficile. Le seul bémol de ça, il ne faut jamais oublier qu'il y a des enfants qui sont dans ces écoles-là, qui ont le droit à l'éducation et qui sont sous le joug de ceux qui sont plutôt religieux. Alors, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants-là? Parce qu'il y a des écoles qui vont fermer, c'est certain. Ils n'auront pas les moyens de poursuivre. Les parents n'auront pas les moyens de payer. Et moi, c'est ça la préoccupation. Mais sur le fond de la question... Vous êtes d'accord? Absolument. Très bien. Jean-François? Ben, les enfants sont tous accueillis à l'école publique, de toute façon. Mais ils n'iront pas. Effectivement, ils iront pas. Là, on parle de sectes. Alors, on parle de sectes qui, d'ailleurs, n'avaient même pas de subvention. Et lorsqu'on leur disait, vous n'avez même pas l'autorisation parce que vous êtes trop loin du corpus, se cachaient dans des locaux. On a vu ça à Montréal. Donc, c'est une infime portion de la population. Puis, effectivement, on va toujours avoir ce problème-là avec eux. Et il faut continuer à le gérer. Moi, je trouve que le signal qui est envoyé aujourd'hui, c'est un très bon signal. C'est un pas de plus dans la longue marche du Québec vers la sécularisation. Ce ne sera pas la dernière. Il y a des choses qui ne sont pas faites aujourd'hui, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Alain? Je pense que c'est un changement majeur que Jean-François Roberge met en place. Ça va être extrêmement populaire dans l'opinion publique. Ils le savent très bien, au même titre que le projet de loi du ministre Boulet. Je pense sincèrement là, que si ils évitent la polarisation et qu'ils utilisent les bons termes, vous l'avez bien fait, je pense, pendant l'entrevue, vous avez mis en évidence que dans bien des cas, c'est des cas rarissimes au Québec qu'on a eu, des exceptions, puis que là, ils sont rajoutés à l'intérieur. Moi, je dirais que c'est cette partie-là qui me dérange royalement dans ce projet de loi-là. Mais sur le fond, je pense que la laïcisation de nos institutions, on est rendu là, puis il faut avancer, là. Très bien. Il reste 3 minutes. Je vous fais entendre Pablo Rodriguez qui... Moi, j'ai pris la résolution de moins parler de cette histoire tant qu'il n'y a pas de nouveaux faits. S'il y a des nouveaux faits, on va faire des émissions spéciales s'il le faut. Mais la crise au PLQ, à un moment donné, les gens commencent à nous dire on vous tournez en rond. Mais l'UPAC, qui a quand même débarqué chez Mme Risky, à sa demande, dit le chef libéral, on écoute. C'est Marois qui a décidé de convoquer l'UPAC, de ce que je comprends. Là. Je vois aucun lien avec Mme Hintz dans tout ça. Maintenant, je le dis depuis le début, s'il y a qui que ce soit qui a fait quoi que ce soit de répréhensible, non éthique, bien, à ce moment-là, ils vont en payer le prix. Moi, si je sais que c'est quelqu'un dans le parti, il est dehors. Michel Courchain, je ne sais pas si vous avez vu cette photo où on voit les deux agents de l'UPAC entrer manifestement, aller vers, c'est le Journal de Montréal, aller vers la résidence de Mme Risky. Donc, Michel Courchain, est-ce que vous en savez plus aujourd'hui? Est-ce que vous avez avancé? Non, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. On a des soupçons, on a des hypothèses, on a des scénarios, on a tout ça. Mais la réalité, la vérité, on la connaît pas plus aujourd'hui. Et c'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est extrêmement dommageable pour le Parti libéral du Québec. Et c'est une espèce d'escalade qui n'en finit plus. Et c'est la goutte. Et M. Rodriguez risque d'en payer le prix. Sans compter, il y a des élus dans ce parti-là quand même. Là. Il y en a un caucus, sont élus. Ce parti-là va si ça ne s'arrête pas prochainement, ça va être extrêmement difficile de se relever de ça, mais c'est surtout aussi pour le chef. On l'a vu dans les sondages aujourd'hui, le chef perd en popularité de façon importante. Oui, on le voit, le défavorable 56 %, avis défavorable vis-à-vis de M. Rodriguez. Dans les intentions de vote, il y a une petite chute, mais très, très faible. Le sondage s'est terminé hier. Jean-François, où vous en êtes dans cette histoire? Ben moi, j'accepte la présomption d'innocence pour M. Rodriguez. Donc, posons le principe qu'il ne savait rien.
mais c'est sûr qu'il y a des gens qui mentent. Soit il y a eu des brownies, soit il n'y en a pas eu, soit quelqu'un a dit qu'il y avait du fling-flang à Marois Risky, soit cette personne ne l'a pas dit. Il y a des gens qui ont écrit des textos. Est-ce que ça a été inventé ou non? On ne le sait pas. Mais la dernière tranche du sondage Palace qui vient de sortir montre que même la moitié des électeurs du Parti libéral ne disent pas que M. Rodriguez doit rester. Alors ça, je trouve que c'est très, très dur et très injuste pour lui, parce que, pour l'essentiel, peut-être n'y est-il pour rien, mais j'ai jamais vu qu'un chef, après quelques mois seulement, une pluralité de Québécois veulent qu'il quitte son poste. C'est du jamais vu. Le club des mal-aimés chez Paul Saint-Pierre Plamondon est plus élevé, mais il n'est pas tant élevé. Lui, OK, c'est terminé, l'émission est terminée. Michel Courchain, Jean-François Lisée, Alain Reyes, merci. Mesdames et messieurs, merci.